vous, j'avais un vrai travail, quoi. Je veux dire, dans un bureau, pareil, avec tout ce qu'il faut, un ordinateur, un pot à crayon, un presse-papier, wouh. Un collègue avec des pellicules sur sa veste. Salut Julia. Salut. Alors aujourd'hui sur Pitch, on va parler d'un sujet un peu spécial. On va parler des missions étudiants guide pro. Donc en fait, ce podcast c'est aussi le podcast de la Cato et on voulait parler de cette mission spéciale qui se trouve sur le campus de l'ICP et un peu du mystère qu'il y a autour des étudiants guide pro. Parce que finalement, en début d'année en général, on va nous proposer cette mission d'être étudiant guide pro pour participer et accompagner les intervenants lors de la journée du forum des entreprises. Mais réellement, on ne sait pas trop la mission de ces étudiants. Et on a de la chance parce que à Pitch, dans l'équipe de Pitch, on a 2 membres qui ont été étudiants guide pro. Julia, donc que tu es là, et puis Margot qui viendra témoigner tout à l'heure de son expérience aussi. Et toi Julia, en plus ça fait 2 ans que tu es étudiante guide pro, donc j'imagine que tu as plein de choses à nous dire dessus. Ouais, alors du coup moi ça fait 2 ans que je fais étudiante guide pro. En L2, je m'étais dit que c'était un bon moyen pour rencontrer des gens du milieu, enfin des milieux qui m'intéressaient. J'avais fait une... Ouais, parce qu'en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais j'avais un peu une idée du domaine. Donc je me suis dit, la communication, ça m'attire, il y a une table ronde sur la communication, autant rencontrer des gens dans le métier, dont c'est le métier en fait. Et c'était un bon moyen finalement d'organiser une conférence et de pouvoir rencontrer ces personnes-là pour mieux connaître leur domaine d'expertise en fait. Et puis en fait l'expérience s'est avérée assez concluante. Enfin, c'était trop chouette de faire ça parce que voilà, tu aides des étudiants aussi, tu leur permets de poser leurs questions. Donc au-delà de toi-même, il y a aussi tous les gens qui du coup participent à cette table ronde et qui viennent écouter les intervenants, donc c'est très chouette. Il y a toute la partie organisation aussi qui est assez cool, savoir rédiger des questions, enfin ça t'apprend une certaine rigueur et voilà, contacter aussi tes intervenants, c'est cool aussi. Et puis du coup je me suis dit qu'en L3 j'allais le refaire, mais entre-temps le domaine s'est un peu plus spécialisé, c'était plus la communication politique. Donc du coup j'ai eu la chance d'avoir 3 intervenants spécialisés justement dans la communication politique qui avaient des boîtes de conseils justement en communication politique et affaires publiques. Et puis par rapport à la première table ronde, cette fois-ci j'étais pas toute seule. J'étais avec Valentine qui j'espère écoutera ce podcast et se reconnaîtra du coup. Mais du coup c'était aussi une expérience d'organiser une conférence à 2 et peut-être un peu moins de stress du coup dans cette organisation parce qu'on pouvait un peu se soutenir l'une et l'autre si jamais on arrivait sur une période de blanc où il n'y avait pas de questions ni de l'auditoire ni de nous, donc voilà, c'était assez chouette aussi. Et comment t'expliques le fait que vous ayez été par binôme cette année et individuellement l'année dernière? C'est juste un changement d'organisation comme ça? Je sais pas trop, je pense que c'est un changement d'organisation aussi pour le SOIP qui a offert des stages, enfin la possibilité d'être guide pro et de faire des stages. Je crois que notamment Margot en parlera parce que c'est ce qu'elle a fait. Moi j'avais un stage à côté donc j'ai pas fait cette option-là. Mais je pense que c'était une volonté aussi du SOIP de construire des vrais groupes pour préparer ces tables rondes et pour les animer. Et d'ailleurs je trouve que c'est mieux en fait parce que du coup tu partages un peu plus cette expérience et ouais c'est un peu mieux et surtout que parfois tu tombes avec un étudiant aussi qui n'est pas forcément... Valentine, c'était pas son domaine, en fait, finalement, les affaires publiques. Et du coup, c'était assez cool d'échanger là-dessus parce que moi, j'étais un peu plus passionnée par ce domaine-là. Et je pense que ça a été une expérience d'autant plus riche pour elle parce qu'elle a dû aussi apprendre et s'intéresser à un domaine auquel elle s'intéressait pas avant, forcément. Et du coup, ça te permet aussi, si tu es perdu un peu dans ton orientation, de te sensibiliser aussi à un nouveau domaine en fait et peut-être à trouver ta voie finalement comme ça, donc c'est assez chouette. Donc maître, moi je viens vous voir parce que j'ai absolument pas la vie que je mérite et je veux plus jamais travailler. En fait je peux plus me contenter de la vie des autres humains. Bon,
Moi, il me faudrait des domestiques, des amis photogéniques et tellement d'argent que les journalistes de la presse People m'attribueraient des fonctions comme DJ, hit girl, alors que je serais chez le coiffeur. Alors, je vais te proposer, on a reçu des témoignages d'étudiants, d'étudiantes, parce que des étudiants d'ailleurs qui ont répondu. Et donc là, il y a Flore qui nous témoigne un peu cette expérience à deux, donc je te propose de l'écouter et on va réagir dessus. Coucou, moi c'est Flore, j'ai été étudiante guide pro pour le forum ICP Entreprise. J'ai animé la table ronde lobbying et affaires publiques avec Colline, une autre étudiante et amie à moi. On a travaillé entre 3 et 4 heures par semaine, puisqu'en tant qu'étudiant guide pro, on avait un volume horaire à atteindre. Notre travail pour préparer le forum consistait à faire des recherches sur le thème et d'interagir par mail ou au téléphone avec 3 de nos intervenants, qui sont donc des professionnels du secteur. Moi j'ai beaucoup aimé échanger avec eux, puisque j'ai pu poser plein de questions sur ce secteur que je connaissais très peu. On voyait que ça faisait plaisir à nos intervenants de partager avec nous ce qu'est réellement le lobbying, et nous faire comprendre que c'est pas comme dans les films, là où les gens se passent des mallettes remplies de billets. Sinon, le jour J, ça s'est super bien passé, malgré le fait que j'avais un peu la pression pour bien gérer le temps, puisqu'on avait prévu un programme avec des questions, et aussi je croisais les doigts pour ne pas avoir de problèmes techniques, parce qu'une table ronde sur Zoom, c'était pas facile à gérer. En tout cas, cette expérience m'a beaucoup apporté, je la recommande vraiment à tout étudiant, même si c'est pas forcément un secteur dans lequel on a envie de travailler plus tard. C'est toujours enrichissant de faire des rencontres et d'endosser une certaine forme de responsabilité. Merci Flore, du coup c'est un super témoignage. Elle a soulevé 2 points qui sont assez intéressants. Je sais pas si tu veux revenir dessus, Julia. Déjà, la gestion du temps. Est-ce que toi tu as eu ce souci avec la gestion du temps? Ça t'a un peu angoissé parce que quand on est devant les étudiants et il faut aussi savoir mettre des limites aux intervenants, ça doit pas forcément être évident. Ouais, j'ai relevé la même chose que toi. C'est vrai que la gestion du temps, c'est comme tout, hein, c'est compliqué. C'est vrai que dans une table ronde, soit on se laisse emporter par nos intervenants parce qu'ils sont hyper passionnants et du coup t'es là, je sais pas si ta table ronde elle dure de 9h à 11h, à 10h30 tu te rends compte que oula zut, va falloir que les étudiants aussi puissent poser leurs questions et que finalement faut se dépêcher un peu. Soit c'est des étudiants qui posent trop de questions. Alors j'avoue que ça nous est pas beaucoup arrivé que les étudiants posent énormément de questions. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les intervenants qui s'emballent un peu et qui sont passionnés et qui du coup débordent un peu sur le temps. Mais après, il faut se dire qu'il faut essayer de laisser un temps maximum pour les questions un peu de notre public, des étudiants et tout, parce que c'est eux le centre aussi et l'enjeu en fait finalement de ces conférences du SOIP. Donc voilà, pour la gestion du temps, j'ai pas vraiment de conseils, mais juste à l'avance, il faut prévoir des questions, il faut en avoir pas mal pour, si les étudiants posent pas de questions, pouvoir enchaîner sur des thématiques qui peuvent justement susciter des nouvelles questions. Mais sinon, faut s'organiser à l'avance. Nous, je sais qu'on avait fait un timing avec Valentine, vraiment. Après, on l'a pas vraiment respecté. Je crois qu'on a fini à 11h09 et tout, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres tables rondes qui avaient fini vers 11h20. Donc bon, en soi c'est bon signe si ça finit plus tard, c'est que c'était passionnant et que tout le monde a trouvé son compte, donc c'est top. Mais il y a une gestion à avoir. En même temps, c'est vraiment super de se dire que ces intervenants que vous contactez et qui viennent parfois n'ont pas forcément l'habitude de venir à la Cato et viennent vraiment pour transmettre cette passion et peut-être inspirer des nouvelles vocations puissent le faire. Ouais, c'est ça, carrément. En fait, c'est assez chouette parce que c'est souvent des anciens étudiants, comme tu dis. Et puis ils connaissent les lieux, ils connaissent les profs. Du coup, il y a un échange qui est beaucoup plus à l'aise aussi. Et puis ils sont là un peu comme des mentors, quoi, finalement, à se dire on va vous aider aussi. Alors, ils n'ont pas forcément connu ces journées de ICP Entreprise. Ça dépend. L'année dernière, je sais que j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait justement ces journées ICP Entreprise en tant qu'étudiant, puis en tant qu'ancien étudiant qui vient pour faire ces journées. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup, quoi. Moi, je sais que si on me proposait dans 5 ans de venir et de raconter mon parcours, genre, ça me plairait vraiment. Si mon parcours est intéressant, mais ça me plairait vraiment d'aider à mon tour. On va peut-être mettre
une petite graine dans les oreilles du SOIP. Exactement. Peut-être qu'ils entendront ton appel, qu'ils se souviendront de toi dans 5 ans. Mais oui, il me semble aussi que j'en avais parlé un peu avec Margot. Elle avait des intervenants qui n'avaient peut-être rien à voir avec la Cato, quoi. Ils vont juste comme ça, ils y vont, ils posent la question, et ils sont d'accord, ils viennent ou pas. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est une nouveauté de cette année. Il y a eu des intervenants qui étaient hors de l'école. Je pense aussi que c'est une volonté du SOIP pour essayer d'intéresser encore plus les étudiants et peut-être ne pas se restreindre aux profils qui ont été créés par du coup, la fac. Et c'était intéressant, je pense, de mélanger les deux, de mélanger à la fois les anciens étudiants qui, comme je le disais tout à l'heure, connaissent les lieux, les profs, les ambitions aussi un peu des élèves parce qu'ils ont parfois fait les mêmes licences. Et puis aussi d'avoir un apport extérieur de gens peut-être experts de leur milieu qui était très intéressant. Donc moi, c'était un peu des anciens élèves pour la plupart, enfin je crois 2 sur 3, donc voilà, c'était intéressant. Un point que Flore a relevé, c'est que cette année, avec la pandémie, c'était sur Zoom. Et donc toi, tu as connu les deux. Qu'est-ce que tu dirais tu peux faire une petite comparaison entre le présentiel et le Zoom et le stress ou peut-être les avantages entre le Zoom et le présentiel. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est vrai que j'ai connu les deux. J'ai connu le présentiel avec les intervenants que t'attends, qui sont en retard. Là, sur Zoom, il n'y a pas de retard, en fait. La conférence, elle commence à 11h ou elle commence à 9h et à 9h, il y a tout le monde, quoi. Mais parce que je sais que pour ma première conférence, c'était un peu la panique parce que il y avait un des intervenants qui était arrivé genre une demi-heure en retard et du coup, après, il faut le réinclure dans tout le process que tu avais fait avant, tu vois, de questions où les gens se sont présentés et tout. Du coup, c'était un peu galère, puis tu stresses parce que tu poses des questions, mais en même temps, tu te dis est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va pas venir, enfin voilà. Donc je dirais que ça enlève ce stress-là, Zoom, au moins les gens sont là, et puis au pire, ils se connectent, tu vois. Donc c'est pas pareil qu'une connexion physique, je sais pas comment dire, mais du coup, quand la personne, elle arrive, ça fait pas tout un brouhaha parce que la personne est arrivée. Là, juste, elle arrive, et puis personne peut rien dire, quoi. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que par contre, il y a un petit inconvénient, c'est sur Zoom, forcément... déjà on voit pas les gens, donc pour le contact, parler et tchatcher un petit peu, c'est compliqué. C'est sûr qu'il y a pas un temps pour ça, alors qu'en présentiel on pouvait plus le faire, même après conférence. Enfin voilà, c'est un peu le café post-conférence, tu vois, où tu retrouves tes intervenants, tu peux discuter. Et puis même pour les étudiants qui étaient spectateurs, je me souviens que à la fin, déjà il y en avait qui étaient venus me voir en me disant « Oh, c'était trop chouette, bravo », parce que j'avais dit que c'était ma première... l'année dernière, j'avais dit que c'était ma première conférence que je menais, donc voilà. J'avais trouvé ça trop mimi, tu vois, d'avoir des retours comme ça. Et puis aussi, eux pouvaient aller voir directement les intervenants, quoi, et parler avec eux et tout. Donc ça, c'est vrai que là, ça manque. C'était au travers des questions, et on a essayé de rendre ça au maximum interactif, mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. L'année 2020, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois, tu t'endors un peu agité, et tu fais un rêve où il y a plein de choses, aucun rapport. Tu vois ce que je veux dire ? Je te propose maintenant d'écouter un audio de Caroline, qui va aussi nous parler d'une expérience et d'une petite galère qu'elle a eue. Salut, je m'appelle Caroline, je suis actuellement en 3e année Histoire Parcours Sciences Politiques. C'est ma première année à l'Institut catholique de Paris, du coup c'est pour ça que je me suis vite intéressée pour faire un stage à l'Institut en tant qu'étudiante guide pro pour le forum ICP Entreprise. Avec une autre fille de ma promo qui s'appelle Louise, on était chargés de s'occuper d'une table ronde sur les métiers de la culture. Ça a été quelque chose de vraiment intéressant, on a eu une super expérience, d'autant plus que le résultat final a été top. On a eu 3 intervenants qui ont été vraiment dynamiques et qui ont vraiment donné un coup de boost pour toute la réunion. Les étudiants aussi étaient très intéressés, ils ont posé pas mal de questions, donc on a vraiment été rassurés pour ce point. Finalement, la seule embûche qu'on a eu un petit peu avec Louise, c'est que 3 jours avant notre réunion, on a une intervenante qui s'est désistée. Et donc vraiment, on a eu un gros coup de pression d'autant plus que les métiers de la culture ne répondaient pas trop à nos appels pour les intervenants. Et au final, on a 2 intervenantes qui se sont proposées quelques jours plus tard et qui nous ont un petit peu sauvé la vie. Ouais, du coup, c'est vraiment la galère en fait au niveau des intervenants. Ça, c'est vrai que c'est une grande problématique pour quand t'es étudiant guide pro, c'est qu'il faut aussi gérer l'imprévu.
Et du coup, nous, ça nous est pas trop arrivé. La première année, j'ai eu aucun intervenant qui s'est désisté. J'ai eu des intervenants en retard le jour J, du coup, mais pas de désistement juste avant la conférence. Par contre, cette année, du coup, pareil, pas de désistement, mais des départs plus tôt que prévu, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à 11h, la personne, elle te dit finalement, je peux rester qu'1 heure. Donc, si elle te le dit assez en amont, c'est cool et du coup, tu peux prévoir. Mais c'est clair que si c'est 2 jours avant, c'est compliqué. Après, compliqué mais pas impossible, comme nous l'explique là l'étudiante. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut aussi savoir prévoir l'imprévu. C'est génial cette phrase. En tout cas, déjà, merci Caroline pour ton témoignage. Et en fait, j'ai l'impression, là, en vous écoutant toutes les trois déjà, que même si vous avez des galères comme ça a l'air hyper formateur comme expérience. Et vous êtes toutes très contents, et vous trouvez ça très intéressant. Donc, ouais, c'est assez inspirant. Ouais, c'est clair. C'est hyper formateur parce que du coup, tu organises un peu tout de A à Z. Donc t'es maître à la fois de ta conférence, un peu de tes intervenants, tu les briefes avant et tout sur ce qu'ils vont pouvoir dire finalement et comment ils vont pouvoir répondre, tout ça, en leur envoyant tes questions. Franchement, c'est hyper formateur et j'engage vraiment tout le monde à faire ça parce que après, tu te prouves aussi des trucs à toi-même, quoi. Et bon, certes, cette année, c'était sur Zoom, mais quand c'était en présentiel, le fait de pouvoir parler à l'oral devant 200 personnes, 150-200 personnes, c'est génial parce que ça t'entraîne. C'est un super entraînement, quoi, pour la suite. Et puis franchement, faire une conférence, c'est pas très compliqué. Il faut juste se dire, oui, j'en suis capable. Et après, franchement, c'est très très chouette, quoi. Et le contact avec les intervenants se fait facilement Le contact avec les intervenants, c'est sûr qu'il est assez simple parce que c'est des gens du monde professionnel et qu'ils sont habitués à réseauter aussi. Donc ils sont habitués à s'intéresser aux autres et du coup c'est assez simple. Et puis quand c'est un domaine qui te plaît, du coup tu arrives à avoir des points d'accroche pour entamer une discussion sur ce domaine-là. Et puis quand tu connais pas le domaine, même si normalement tu t'y es intéressé auparavant parce que ça fait partie du rôle de guide pro, il y aura toujours le biais de tes études par exemple. Il y a toujours des points d'accroche en fait pour... voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une relation de mentor finalement. Donc il y a toujours ce côté-là où la personne va s'intéresser à ton parcours d'étudiant et vraiment je pense que pas les étudiants mais les intervenants sont dans cette logique de pouvoir apporter quelque chose aux étudiants. Et ça se ressent justement dans la prise de contact, la première prise de contact avec nous, en tant qu'étudiant guide pro, mais aussi dans leur réponse aux questions des étudiants en fait. Que la peine de mort a été abolie dans un souci d'humanisation de la justice de la République de France. C'est dingue cette façon de parler, on dirait un chauffeur Uber. Madame, monsieur, auriez-vous une station de radio spécifique de votre choix qui vous ferait plaisir d'entendre dans le véhicule à votre convenance? Cette manie de faire des phrases longues et alambiquées avec des adjectifs dans tous les sens. Je te propose de s'enchaîner avec le dernier petit répondeur qu'on a eu de Anaïs. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Anaïs Baucher, je suis étudiante en classe préparatoire à l'Institut catholique de Paris pour préparer les concours d'entrée en école de journalisme. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir animer un débat avec Madame Manon Baldin. Donc c'était un débat qui tournait autour de la communication au sein d'une institution, telle que le gouvernement. J'ai trouvé cette intervention vraiment très intéressante et très enrichissante à mon niveau pour les étudiants, puisque ça nous a vraiment permis d'observer d'une manière très concrète la continuité de nos études. En plus, Madame Baldin était une intervenante extrêmement gentille, qui n'hésitait pas à reformuler quand c'était parfois un petit peu compliqué, qui n'hésitait pas à donner des explications détaillées, et c'était vraiment un vrai plaisir d'assister à ce débat. Je devais un petit peu jongler entre le chat et entre les questions posées à Madame Baldin, mais elle a vraiment été très gentille et j'en tire beaucoup de positifs. J'en garde vraiment un très bon souvenir.
Et je serai prête à recommencer si jamais il y a un autre événement de ce genre, puisque je pense que c'est extrêmement bénéfique pour les étudiants. Ça permet de visualiser un petit peu leur futur de manière concrète et de voir la continuité de leurs études. Est-ce que j'ai une petite anecdote à rajouter ? Oui, alors que nous parlions avec Madame Baldin quand je lui posais les questions en amont, elle m'a signifié qu'elle pouvait m'aider à trouver un stage, puisque je cherche un stage en février pour du coup mon école préparatoire de journalisme, et peut-être que grâce à elle, j'aurai un stage. Eh ben c'est aussi hyper intéressant, c'est drôle parce que là on a encore une expérience différente, c'est pas une table ronde, c'est un débat. Donc en fait les missions sont assez diversifiées aussi. Ouais, alors pour rebondir sur cet audio, justement Manon Baldin, moi c'est pareil, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, parce qu'il faut savoir que quand vous préparez une table ronde, vous rencontrez vos intervenants peut-être un peu avant. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des intervenants qui, au lieu de vous dire on va préparer ça, parce qu'il y a des intervenants aussi qui, au lieu de préparer votre conférence par échange de mails, un peu de manière finalement... Parce qu'il y a des intervenants qui, au lieu d'échanger des mails avec vous pour préparer la conférence, vont vous dire « appelez-moi, je suis disponible quand vous voulez, voilà ». Ou vont vous dire « écoutez, on prend un café ». Et moi, ça a été le cas avec Manon Baldin, qui devait faire partie au début de ma conférence. Finalement, il y a eu des petits changements et tout. D'ailleurs, à prendre en considération les petits changements d'intervenants, enfin vraiment, voilà. Et du coup, il y a des intervenants qui vous proposent un café. Donc ça, c'est trop chouette. Donc vous les retrouvez, vous discutez de comment vous allez organiser la table ronde, de comment ça va se passer. Et parfois, pour rebondir sur ce qui a été dit, parfois ils vous disent voilà, est-ce que tu cherches un stage, est-ce que je peux pas t'aider dans ta recherche de stage. Et ça franchement c'est trop chouette, enfin, d'avoir vraiment un contact comme ça avec les intervenants qui vont vraiment vous aider concrètement par la recherche de stage ou par un contact qui va pouvoir vous permettre de trouver justement ce stage-là, ou d'éclaircir même le domaine où vous voulez faire un stage, parce que parfois on veut aller dans tel domaine mais on ne sait pas forcément quel métier on veut, et eux savent, vu qu'ils sont dans le domaine, là tu peux faire un stage qui te donnera une meilleure visibilité sur l'ensemble du domaine, enfin voilà. Donc c'est hyper intéressant, et comme quoi finalement le rôle d'étudiant guide pro, c'est un tout, quoi. Ça peut être un café, ça peut être un coup de fil, ça peut être... Et c'est pour ça que c'est très formateur, parce que quand vous allez prendre un café avec un professionnel, c'est complètement différent que quand vous allez prendre un café avec vos potes. Et du coup, ça inclut un tout, quoi. Enfin, vous êtes capable après de parler à l'oral devant 150 personnes, devant une personne pro en café, de passer des coups de fil. Enfin, vraiment, vous devenez super, quoi. En sortant de ça, c'est trop chouette, vous avez préparé une conférence. Entre l'étudiant et le pro. Exactement, mais c'est ça, c'est guide pro en fait, on est entre l'étudiant et le monde pro, et je pense que c'est un bon moyen de se familiariser au monde pro et de plus en avoir peur en fait. Parce qu'on a vraiment, dans notre idée, on a toujours un peu peur du monde pro, mais à un moment donné, il faut s'y jeter, et je pense que c'est un bon moyen de s'y jeter tranquillement, quoi. C'est-à-dire autour d'un café, autour d'un coup de fil, voilà. Eh bien Julien, est-ce que tu aurais un mot ou une phrase pour conclure sur ton expérience ? Alors un mot, je dirais passionnant, parce que j'ai trouvé ça trop chouette, vraiment j'ai trouvé ça... hyper enrichissant, à la fois la première année où je l'ai fait, c'était un domaine aussi, c'était sur la communication, le journalisme en transformation, et d'un point de vue actualité c'était hyper intéressant, parce qu'il y avait eu pas mal de choses autour du journalisme, dans cette idée de transformation du monde journalistique, et donc ça c'est hyper passionnant dans ce sens-là. Et puis cette année plus passionnant dans le sens où ça a été un peu une validation de la carrière vers laquelle je veux aller. En tout cas, le domaine vers lequel je veux aller avant de faire carrière. Mais ne mélangeons pas tout. Mais en tout cas, vraiment, ça a été c'était passionnant de pouvoir parler de sujets qui m'intéressaient et qui, j'espère, vont intéresser les étudiants. Et ouais, vraiment un seul mot, passionnant. Super, merci beaucoup Julia, et puis comme ça on va pouvoir demander à Margot comment s'est passée son expérience aussi.
Ouais, ça va être chouette de pouvoir comparer. Après, j'ai eu une scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Et aussi, pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi, je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, je parle pour moi, mais... Salut Margot, donc aujourd'hui on te retrouve, on rappelle que tu fais partie de la team de Pitch et tu as eu la chance de faire partie de cette expérience dont on veut témoigner aujourd'hui. Salut. Alors déjà je voulais juste très vite comme ça sur le fait, je voulais te demander quand je te dis guide, à quoi ça te fait penser? Accompagné. Et quand je te dis étudiant? Jeunesse. Et alors le dernier mot, pro? Tentative d'être professionnel. Alors toi, ça se résumé à ça, ton expérience, tentative d'être pro? C'est vrai qu'on essaye d'être le plus professionnel possible parce que c'est un exercice complètement inédit. Et donc, comme on est des étudiants au départ, on est amené à avoir des pratiques à la limite, de professionnels, c'est-à-dire contacter des professionnels, etc. Donc, on doit être pro, okay. Même si on est étudiant. Ok, d'accord. Donc, j'imagine ça, tu te mets dans les chaussures de quelqu'un d'autre, quoi, le temps de cette expérience. Oui et non. C'est-à-dire, on reste soi-même, mais on adopte des codes différents et des codes qui peuvent être... davantage ceux de l'entreprise que ceux de la faculté. Ok, très bien. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Et donc, on va peut-être repartir du début en nous expliquant comment t'en es arrivé là, en fait, à te proposer en tant qu'étudiant en guide pro. Alors, moi, c'est notre directrice de licence qui nous a envoyé un mail pour nous informer que les inscriptions pour être étudiant guide pro allaient débuter. Et j'avais un ami qui l'avait fait l'année précédente et qui véritablement avait adoré l'expérience. Et donc je me suis dit, c'est la dernière année, vu que maintenant je suis en 3e année et qu'on arrive déjà à la fin de ce premier semestre, donc il nous en reste plus qu'un. Donc notre directrice de licence nous a envoyé un mail pour nous dire qu'on pouvait commencer à se proposer en tant qu'étudiant guide pro. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Donc c'est comme ça que tout a commencé, entre guillemets. Donc j'ai envoyé un mail pour me porter candidate et puis ma candidature a été acceptée et voilà. Et c'est comme ça que Chloé, qui était notre responsable en tant qu'étudiant pour les étudiants guide pro, a commencé à nous expliquer en quoi ça consistait précisément. D'accord. Et c'était ce à quoi tu t'attendais ou en fait t'es arrivé là et tu t'es dit « Ah mais oui, c'est pas du tout... la chose à laquelle je m'attendais, je voyais pas ça comme ça, mais en fait ça peut être intéressant ou pas. » Je m'attendais en partie, c'est-à-dire que on a une idée de ce que c'est-à-dire on a pu avoir l'occasion de voir des étudiants guides pro à l'œuvre quand nous-mêmes avons assisté à des conférences, à des tables rondes, etc. Donc on sait ce que c'est une fois qu'on y est, mais on n'imagine pas le travail en amont. C'est ça, plus précisément. C'est tout le travail en amont, contacter les professionnels. C'est pas que ça paraît simple comme ça. On s'imagine bien que c'est pas aussi fluide que ça n'y paraît. Mais il est vrai que c'est tout un travail de longue haleine, c'est-à-dire il faut relancer, il faut s'accrocher, il y a tout un travail de préparation. Et nous, on avait la spécificité cette année de faire ça à distance. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais finalement, le direct, ça a son charme parce que on règle le problème au fur et à mesure. Enfin, c'est-à-dire que, dans le direct, on voit les gens, on a le regard des gens qui nous permet de jauger. On est plus habitué à être en direct qu'à être à distance. Et la distance, c'est encore une autre organisation. Et c'est pour ça que il y avait tout ce travail aussi en amont pour la préparation d'une table ronde à distance et non plus en direct. Pour revenir sur ton expérience à toi, tu as eu quelle table ronde? On t'a mis en charge de quelle table ronde? Alors, on était 3 sur la table ronde Transition écologique Action. Voilà. Donc c'est aussi... Pas du coup. Ouais, c'était... c'est des... Ça te parle. Exactement. Ce sont des thèmes qui m'inspirent et surtout qui me préoccupent, qui m'occupent.
me passionnent. On a pu le voir grâce à ton podcast, justement, Ouais. qu'on pourrait, d'ailleurs, je refais un peu de Oui, promo c'est ça. ici. Allez, Je dois penser à ça. le podcast sur les énergies de Margot, avec beaucoup d'humour. On arrive à mieux comprendre les enjeux. Merci. Et du coup, c'est toi qui as choisi Transition écologique. Oui, alors la table ronde avait un intitulé différent au départ. Des professionnels, le service d'orientation, le SOIP, avait commencé à contacter certains professionnels et il est vrai qu'on nous laisse la liberté d'orienter la table ronde comme on veut. Donc finalement, l'orientation de la table ronde dépend des gens qu'on invite, des intervenants qu'on contacte. Et nous, on a donc décidé de l'orienter davantage vers la transition écologique, sachant que l'intitulé de départ était « Métier d'avenir ». Voilà, donc métier d'avenir. Et naturellement, ça s'est imposé à nous de d'orienter la table ronde davantage vers la transition écologique. Je crois que l'année précédente, les questions de métier d'avenir étaient davantage portées sur les métiers de la business intelligence, etc. C'est plus ce genre de domaine, si je me trompe pas. C'est super. C'est super intéressant. En fait, moi, je me doutais pas du tout, tu vois, parce que moi, je suis de l'autre côté et du coup, j'assiste à ces conférences. Je me doutais pas du tout que vous aviez cette liberté-là. Pour moi, vous étiez des simples exécutants, contacts. Et puis, bon, alors, pas cette année, mais les autres années, vous faisiez juste le guide pour que les conférenciers ne se perdent pas au sein de la Cato. Mais j'avais pas du tout cette vision un peu d'entrepreneuriat, quoi. En fait, c'est vous qui menez la danse. Je pense que c'est aussi la spécificité d'être étudiant de Vic Pro aussi parce que nous, on était en convention de bénévolat. C'est quelque chose de tout à fait nouveau cette année. Et je pense que c'est aussi, ça joue aussi dans la liberté qu'on a. C'est-à-dire comme on y consacre beaucoup d'heures, peut-être plus d'heures que des étudiants classiques qui, eux, l'intègrent davantage en bonus dans leur emploi du temps. Et donc, c'est pour ça que comme on avait beaucoup d'heures aussi à y consacrer, on a aussi cette liberté. Mais oui, je pense que ça tient particulièrement à cœur au service d'orientation de justement nous laisser cette liberté parce qu'ils veulent véritablement que ce soit une table ronde pour les étudiants, par les étudiants. Et c'est ça c'est comme ça que nous, on l'avait compris et on s'était compris là-dessus. C'était justement que la spécificité de ces tables rondes, c'est que ce soit un regard d'étudiant. C'est-à-dire que lorsque les intervenants, les questions qu'on leur pose, etc., la façon même dont c'est organisé, justement, ce côté étudiant guide pro, on est professionnel dans une certaine mesure, mais pas complètement, et c'est aussi ce qui fait son charme. C'est-à-dire que comme on n'est pas de véritables professionnels, on a aussi un peu cette fraîcheur, cet amateurisme de jeunes étudiants qui, c'est pas qu'on ignore les codes, mais on prend une certaine liberté avec ces codes-là et justement, on a un regard un peu différent de celui que d'autres professionnels pourraient avoir s'ils invitaient, je sais pas, des confrères à une conférence. Ouais, oui, c'est sûr. En plus, comme ça, vraiment, les débats où les questions sont orientées, ils savent pertinemment à qui ils s'adressent et c'est ça qui doit être intéressant, même pour, par exemple, des gens comme moi qui sommes de l'autre côté et qui écoutons attentivement ou pas ces professionnels. Et justement, en parlant de professionnels, et toi, t'as fait des rencontres intéressante à ce moment-là. Est-ce que ça t'a apporté vraiment quelque chose? Parce que je sais que du coup, tu as envie de te diriger là-dessus, dans ce domaine-là. Est-ce que ça t'a permis vraiment d'avoir une espèce de rencontre coup de cœur ou alors juste c'était intéressant, mais sans aller plus loin? Moi, je trouvais que justement, comme on a choisi nos intervenants, pour la plupart, c'était... oui, bien évidemment, c'est pour moi, c'est... Alors, des rencontres coup de cœur, ce serait pas mes mots parce que pour moi, c'est pas que toutes les rencontres sont coup de cœur, mais toutes les rencontres m'intéressent. Et je trouve un intérêt, en fait, dans toutes les rencontres. Donc après, je sais pas si j'ai une préférence ou une rencontre coup de cœur, mais en tout cas, oui, on avait 5 intervenants sur notre table ronde et c'était 5 interventions super intéressantes parce qu'on avait des profils très différents et ils ont justement apporté un regard très différent sur donc non seulement ces métiers-là, ces métiers de la transition écologique, en tout cas plus ou moins rattachés à la transition écologique, et également hyper intéressant parce que
ils ont aussi un regard sur les études. On les a énormément fait parler sur leur parcours, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont passé leur bac, tous les cheminements, les désillusions, les idéaux, enfin voilà, tout ce qui les avait travaillés et qui finalement les avait menés au poste auquel ils sont actuellement. Et donc c'est pour ça que ils nous ont apporté énormément de choses, et moi ils m'ont apporté aussi énormément de choses, non pas que pour la question de la transition écologique, mais en tant qu'étudiante et en tant qu'être humain au départ, quoi. Ok, ouais, super. Alors vraiment c'est super intéressant de ton point de vue du coup d'étudiant guide pro. Il y a un dernier point, moi qui par exemple me rendrait un peu anxieuse. Tu dis que tu as contacté toi-même ces personnes. Tu les connaissais déjà avant ou vraiment vous y êtes allé au culot en envoyant des mails, en appelant les chargés de communication, comment ça s'est passé? Alors déjà ce qui est chouette, c'est que je n'étais pas toute seule. C'est comme on est une équipe, on était trois filles, donc une camarade de troisième année aussi comme moi de la même promotion et une camarade de deuxième année dans un tout autre domaine plutôt orienté dans l'histoire de l'art. Donc ce qui est bien c'est que déjà on est trois, donc il y a discussion, il y a débat, etc. C'est-à-dire qu'on prend que des décisions collectives. Donc quand il faut aller contacter les gens, on est déjà moins timide parce que c'est pas qu'on est moins engagé personnellement, mais on se regarde toutes les trois et on se dit ok, cette personne-là, faut absolument qu'on la contacte, on y va. Alors oui, on y va au culot. Je sais pas si on a du culot quand on va contacter. Comme on est à distance, de toute façon, on va pas les chercher au travail ou j'en sais rien, à les attendre en bas d'un immeuble, à crier leur nom à la fenêtre. Non, c'est bien plus conventionnel que ça. Donc, on va dire que c'est un culot limité. C'est-à-dire qu'il faut y aller. En fait, il faut pas trop se poser de questions et surtout, il faut pas se sentir... vous allez dire, c'est sa marotte, la petite fourmi. Mais il faut pas se sentir tout petit. C'est-à-dire que on est des étudiants. On n'a aucune prétention particulière. Nous, on arrive juste avec notre curiosité, notre envie de connaître ces gens-là, de connaître leur métier, de connaître leur regard. Et on se rend compte que les professionnels sont, mais pour la grande majorité, sont super heureux de nous aider parce que ils ont été eux-mêmes des étudiants et donc de ce fait, ils n'ont qu'une idée et qu'une envie, c'est de nous aider parce qu'ils auraient aimé eux aussi et ils ont apprécié eux aussi que des gens plus âgés qui étaient déjà dans des postes, dans des situations et qui certes avaient un emploi du temps chargé mais consacraient quand même un petit bout de temps pour eux, ils étaient super heureux justement qu'on s'intéresse à eux et qu'on les aide. Donc voilà, il faut pas se sentir petit. Et il ne faut pas se complexer avec son âge et entre guillemets, sa situation d'étudiant, même si c'est une très belle situation, mais justement de se laisser impressionner par le fait que ce soit des gens plus âgés et des gens qui ont déjà des postes et des emplois du temps chargés. Et de ce fait, on a contacté donc voilà via LinkedIn, par mail quand on trouvait des mails, etc., par tous les moyens possibles et inimaginables. Et puis, on a attendu, on attend dans un certain délai des réponses. Alors, certains intervenants avaient déjà été contactés par le service d'orientation parce qu'ils avaient besoin de démarrer davantage en amont. Donc, nous, on arrivait, les inscriptions, c'est-à-dire on a commencé à être étudiant guide pro dans le courant du mois d'octobre et des intervenants avaient déjà été contactés fin septembre. Donc c'est pour ça parce que il faut une mise en route et nous on arrive un petit peu après cette mise en route. Donc voilà, certains intervenants avaient déjà été contactés, mais pour les intervenants que nous avons contactés, voilà, via LinkedIn, par mail, principalement. Et ensuite ça se fait essentiellement par mail, des échanges par mail. Il faut apprendre à ne pas hésiter à relancer. Poliment, bien évidemment, et il faut avoir bien en tête le fait qu'ils ont des emplois du temps chargés, mais ne pas se dire ok, il n'y a pas de réponse, ça veut dire que la personne n'est pas intéressée. Parce qu'on est dans une société où les mails s'accumulent, surtout en temps que Covid, parce que c'est le seul moyen de se contacter à distance. Et donc, souvent, on est juste enterré dans une quantité de mails, et il faut juste se remettre au-dessus de la pile. Et rappeler, faire coucou, on est là, on est toujours hyper intéressé. Est-ce que vous seriez intéressé? Et souvent, il suffit d'une relance et la personne répond et dit merci beaucoup de m'avoir écrit. Voilà, toujours enthousiaste. Tous nos intervenants étaient très enthousiastes.
Ok, super. Eh bien, Marion, déjà, c'est hyper inspirant ce que tu nous dis là. Peut-être que tu vas former des vocations de futurs étudiants guide pro pour l'année prochaine. Bon, ça sera pas moi, hein, parce que, comme tu le sais, c'est notre dernière année. Mais en tout cas, moi, tu m'inspires, donc j'espère que ça sera le cas pour les autres. Et pour conclure, du coup, sur ce témoignage inspirant, est-ce que tu arriverais en un mot, ou alors, allez, je te donne peut-être une phrase pour conclure cette expérience d'étudiant guide pro. Enrichissant. Enrichissant, ok. Bon, et instructif. C'est un mot enrichissant, instructif. Bon, du coup, on appelle les étudiants de la Cato à se lancer pour cette expérience. Tout à fait, exactement. Ne pas avoir peur d'y aller. C'est déjà un premier pas que de postuler. Et que de se lancer. Et après, tout vient tout seul. On est très bien encadré. On a des gens qui sont là pour répondre à nos questions. Donc voilà, faut pas hésiter à se lancer parce que déjà, rien que le fait de se lancer, on a déjà dépassé la première peur qui est de partir dans l'inconnu et de se dire, à partir du moment où on arrive à aller, rien que d'aller jusqu'au service d'orientation et de dire, écoutez, moi je suis intéressée, ça permet de prendre confiance. Et une fois qu'on se sent lancé dans l'aventure, on a la confiance pour la poursuivre, quoi. Génial. Et merci beaucoup, Margot. Merci à toi, Clara.